Quand les ambulanciers sont entrés dans la villa de Ramatuelle ce matin d'août 2001, ils ont trouvé sur la table de la terrasse un verre de pastis à moitié vide, un cigare encore fumant dans le cendrier, et un homme effondré sur le sol, les yeux ouverts mais incapable de prononcer un seul mot, incapable de bouger le moindre muscle, comme si quelqu'un avait coupé tous les fils qui reliaient son cerveau à son corps. Cet homme, c'était Jean-Paul Belmondo, celui que la France entière appelait « Bébel », celui qui avait sauté de buildings sans filet, qui avait conduit des voitures à 200 km/h sans doublure, qui avait ri au visage de la mort pendant 40 ans de carrière. Mais ce jour-là, sur cette terrasse ensoleillée de la Côte d'Azur, où les cigales chantaient leur mélodie d'été et où la mer Méditerranée scintillait au loin comme un miroir bleu, la mort avait finalement trouvé un moyen de le toucher, non pas en le tuant, ce qui aurait été trop simple, trop rapide, trop miséricordieux, mais en l'emprisonnant dans son propre corps, en transformant le cascadeur le plus célèbre de France en statue de chair, consciente mais muette, vivante mais paralysée. Les médecins ont appelé cela un accident vasculaire cérébral, un AVC massif qui avait détruit une partie de son cerveau, mais ceux qui connaissaient vraiment Belmondo savaient que c'était bien plus que cela, c'était une ironie cruelle du destin, une punition presque biblique pour un homme qui avait défié les lois de la gravité et de la prudence toute sa vie. Dans la poche de sa chemise, les secouristes ont trouvé un papier froissé, une note écrite de sa main quelques heures plus tôt, avec seulement 3 mots qui n'avaient aucun sens pour eux mais qui allaient hanter ses proches pendant des années. Que disait cette note ? Pourquoi l'avait-il écrite ce matin-là précisément ? Et surtout, pourquoi ce papier a-t-il mystérieusement disparu des archives médicales 48 heures après son admission à l'hôpital, comme si quelqu'un avait voulu effacer les dernières pensées conscientes du magnifique avant que son monde ne s'effondre ? 1933, Neuilly-sur-Seine, dans une famille bourgeoise où l'on ne parlait pas fort, où l'on ne courait pas dans les couloirs, où l'on apprenait dès l'enfance que la vie était une affaire sérieuse qui demandait de la retenue et de la dignité, naissait un garçon qui allait passer sa vie à faire exactement le contraire de tout ce qu'on lui avait enseigné. Paul Belmondo, le père, était sculpteur, un artiste reconnu qui travaillait le marbre et le bronze avec la patience d'un moine, créant des formes parfaites, immobiles, éternelles, des œuvres qui devaient traverser les siècles sans bouger d'un millimètre. Mais son fils Jean-Paul, dès qu'il a pu marcher, n'a jamais cessé de courir, de grimper, de sauter, comme si l'immobilité était pour lui une forme de mort, comme si chaque seconde passée sans mouvement était une seconde perdue. À l'école, les professeurs se plaignaient qu'il ne tenait pas en place, qu'il regardait par la fenêtre au lieu d'écouter les leçons, qu'il dessinait des cascades et des poursuites dans les marges de ses cahiers au lieu de résoudre des équations. Sa mère, Sarah, une femme élégante qui rêvait que son fils devienne médecin ou avocat, quelqu'un de respectable, quelqu'un qui porterait costume et cravate, pleurait en silence quand elle le voyait rentrer avec les genoux écorchés, les vêtements déchirés, le sourire aux lèvres, racontant ses aventures dans les terrains vagues de Neuilly comme si c'étaient des exploits héroïques. Le jeune Jean-Paul n'était pas un mauvais élève, il était simplement ailleurs, déjà dans ce monde de mouvement et d'adrénaline qui allait devenir sa vie, déjà en train de répéter mentalement les cascades qu'il verrait plus tard au cinéma et qu'il voudrait reproduire, améliorer, rendre plus spectaculaires, plus dangereuses, plus impossibles. Quand il a annoncé à 17 ans qu'il voulait devenir acteur, son père a posé son ciseau, a regardé son fils avec cette expression de déception profonde que seuls les parents peuvent avoir quand leurs enfants choisissent un chemin qu'ils ne comprennent pas, et a dit simplement, avec cette voix calme qui était plus terrible qu'un cri, « Tu vas gâcher ta vie ». Mais Jean-Paul n'a pas écouté, parce qu'il avait déjà vu quelque chose que son père ne pouvait pas voir, il avait vu dans les salles obscures du cinéma de quartier un monde où les hommes pouvaient voler, où les voitures pouvaient exploser, où les héros pouvaient tomber de 10 étages et se relever en riant, et il voulait être l'un d'eux. Il voulait être celui qui ferait battre le cœur des spectateurs, celui qui leur ferait oublier pendant 2 heures que la vie était ennuyeuse et prévisible. Il s'est inscrit au Conservatoire national d'art dramatique, cette institution prestigieuse où l'on formait les grands acteurs de théâtre, où l'on apprenait à déclamer Racine et Molière avec la diction parfaite, où l'on répétait les mêmes scènes pendant des mois jusqu'à ce que chaque geste, chaque intonation soit exactement comme le professeur le voulait. Mais Jean-Paul détestait cette rigidité, cette obsession de la perfection formelle, cette idée que l'art devait être contrôlé, mesuré, calculé. Il voulait l'instinct, le chaos, la spontanéité, il voulait jouer comme on vit, sans filet, sans répétition, en se jetant dans le vide et en espérant que quelque chose de magique se produirait. Ses professeurs le trouvaient indiscipliné, brouillon, trop physique, pas assez intellectuel, et ils avaient raison sur tous ces points,
Mais il ne voyait pas ce que le public allait voir quelques années plus tard, une présence magnétique, une énergie brute, une authenticité qui ne s'enseignait pas dans les écoles. Les années 50 à Paris, c'était l'époque où le cinéma français était encore prisonnier de ses conventions, où les acteurs portaient des costumes 3 pièces et parlaient comme dans les salons bourgeois, où les histoires se déroulaient dans des décors de studio et où personne ne transpirait jamais, ne courait jamais, ne se battait jamais vraiment. Jean-Paul Belmondo a commencé par de petits rôles, des figurations, des apparitions de quelques secondes où il jouait le voyou, le mauvais garçon, celui qui traînait dans les bars louches et les ruelles sombres. Les réalisateurs ne savaient pas quoi faire de lui, parce qu'il ne ressemblait pas aux autres acteurs de l'époque, il n'avait pas ce visage lisse et symétrique des jeunes premiers, il avait le nez cassé d'un boxeur, la mâchoire carrée d'un docker, le sourire en coin d'un voyou qui sait qu'il va faire une bêtise mais qui s'en fiche. Pendant 5 ans, il a enchaîné les petits rôles, gagnant à peine de quoi payer son loyer dans une chambre de bonne du 18e arrondissement, mangeant des sandwichs au jambon dans les cafés près des studios, dormant parfois sur le canapé d'amis quand il n'avait plus un sou. Sa mère lui envoyait des lettres le suppliant de revenir à la maison, de reprendre des études sérieuses, de ne pas gâcher sa vie dans ce milieu d'illusions et de déceptions. Mais Jean-Paul tenait bon, parce qu'il savait, avec cette certitude irrationnelle que seuls les vrais artistes possèdent, que son moment allait venir, que quelqu'un allait voir en lui ce que les autres ne voyaient pas, que quelqu'un allait lui donner sa chance. Et puis, en 1959, un jeune réalisateur inconnu nommé Jean-Luc Godard, qui n'avait jamais fait de film mais qui avait des idées révolutionnaires sur ce que le cinéma devait être, a vu Jean-Paul Belmondo dans un petit rôle et a pensé « Voilà mon héros, voilà l'homme qui va incarner la nouvelle vague, voilà celui qui va tout changer ». Le film s'appelait « À bout de souffle » et il racontait l'histoire d'un petit voyou qui vole des voitures, qui tue un policier presque par accident, qui tombe amoureux d'une Américaine et qui court à travers Paris en sachant que la police va finir par le rattraper. Godard a donné à Belmondo une liberté totale, lui a dit d'improviser, de bouger comme il le sentait, de parler comme il parlait dans la vraie vie, sans se soucier de la diction parfaite ou des conventions théâtrales. Et Belmondo a explosé à l'écran, il a couru dans les rues de Paris comme un animal sauvage, il a sauté par-dessus les capots des voitures, il a parlé en mâchonnant ses mots, il a regardé la caméra droit dans les yeux comme s'il défiait le spectateur de le juger. Quand le film est sorti en 1960, c'était un scandale, les critiques traditionnelles ont détesté, on dit que ce n'était pas du cinéma, que c'était du bricolage d'amateurs, que Belmondo n'était pas un acteur mais un voyou qui se filmait lui-même. Mais le public, surtout les jeunes, ont adoré, parce qu'ils voyaient enfin à l'écran quelqu'un qui leur ressemblait, quelqu'un qui ne parlait pas comme dans les livres, qui ne se comportait pas comme dans les pièces de théâtre, quelqu'un de réel, de vivant, de dangereux. Du jour au lendemain, Jean-Paul Belmondo est devenu une star, mais pas le genre de star qu'Hollywood fabriquait, pas le genre de star qui posait sur les tapis rouges avec un sourire figé et des réponses préparées pour les journalistes. Non, Belmondo était une star différente, une star qui continuait à vivre comme avant, qui buvait des bières dans les bistrots du quartier, qui jouait au football avec les gamins dans les terrains vagues, qui draguait les filles dans les cafés sans se cacher, qui se battait parfois dans les boîtes de nuit quand quelqu'un l'insultait. Les producteurs voulaient faire de lui un héros romantique, lui faire jouer des rôles de séducteur élégant, de gentleman cambrioleur, mais Belmondo refusait systématiquement, parce qu'il savait ce qu'il voulait être, un homme d'action, un cascadeur, quelqu'un qui faisait vraiment les choses au lieu de les simuler. Quand on lui proposait un rôle où il devait sauter d'un toit, il demandait « De quelle hauteur ?» Et quand on lui répondait « Ne t'inquiète pas, on va utiliser une doublure », il répondait « Pas question, je le fais moi-même ». Cette obsession de faire ses propres cascades n'était pas de la vanité, ce n'était pas pour impressionner les journalistes ou pour avoir son nom dans les génériques, c'était quelque chose de plus profond, de plus viscéral, c'était sa façon de prouver qu'il était vivant, que chaque jour pouvait être le dernier, et que si on ne prenait pas de risques, on ne vivait pas vraiment. Les années 60 ont été une décennie de folie pour Belmondo, une décennie où il a tourné parfois 4 ou 5 films par an, où il passait d'un plateau à l'autre sans prendre le temps de respirer, où il enchaînait les cascades de plus en plus dangereuses, de plus en plus spectaculaires, de plus en plus impossibles. Dans L'Homme de Rio, sorti en 1964, il a couru sur les toits de Brasilia, s'est accroché à un hélicoptère en vol, a sauté d'une cascade de 30 mètres dans une rivière infestée de piranhas, et tout cela sans doublure, sans filet de sécurité, sans assurance qui acceptait de le couvrir parce que les compagnies d'assurance le considéraient comme un fou suicidaire.
Le réalisateur Philippe de Broca racontait plus tard qu'il avait passé tout le tournage avec une boule au ventre, persuadé que Belmondo allait se tuer sous ses yeux, mais que l'acteur riait de ses inquiétudes, disait que le danger était ce qui rendait la scène réelle, ce qui faisait que le public sentait que c'était vrai, pas truqué, pas simulé. Et il avait raison, parce que quand les spectateurs voyaient Belmondo sauter, courir, tomber, ils savaient instinctivement que c'était lui, pas un cascadeur anonyme, et cette authenticité créait une connexion émotionnelle que les effets spéciaux ne pourraient jamais reproduire. Mais derrière cette image de super-héros invincible, derrière ce sourire permanent et cette désinvolture affichée, il y avait un homme qui commençait à payer le prix de son audace. Après chaque cascade, Belmondo rentrait chez lui couvert de bleus, d'écorchures, de contusions, parfois avec des côtes fêlées qu'il cachait sous des bandages serrés, parfois avec des entorses qu'il soignait avec de la glace et de l'alcool fort. Sa première femme, Élodie Constantin, une danseuse qu'il avait épousée en 1952 quand il n'était encore personne, le suppliait d'arrêter, de penser à leurs 3 enfants, de penser à elle qui passait ses nuits à attendre qu'il rentre du tournage en se demandant si cette fois il allait revenir sur ses 2 jambes ou sur une civière. Mais Belmondo ne pouvait pas s'arrêter, ou plutôt ne voulait pas, parce que s'arrêter aurait signifié admettre qu'il avait peur, et admettre qu'il avait peur aurait signifié qu'il n'était plus Belmondo, qu'il n'était plus le magnifique, qu'il n'était plus cet homme qui riait au visage de la mort. Alors il continuait, film après film, cascade après cascade, poussant toujours plus loin les limites de ce qu'un corps humain pouvait endurer, comme s'il cherchait inconsciemment le point de rupture, comme s'il voulait savoir jusqu'où il pouvait aller avant que son corps ne dise stop. Les médecins qu'il consultait en secret, parce qu'il ne voulait pas que la presse sache qu'il avait des problèmes de santé, lui disaient que son corps était celui d'un homme de 60 ans alors qu'il n'en avait que 40, que ses articulations étaient usées comme celles d'un ouvrier du bâtiment après 30 ans de travaux forcés, que son dos était une catastrophe avec 3 vertèbres déplacées et des disques écrasés, que ses genoux étaient tellement abîmés qu'il aurait besoin de prothèses. Avant 50 ans. Mais Belmondo haussait les épaules, allumait un cigare, et répondait avec ce sourire en coin qui était devenu sa signature : « Docteur, on ne vit qu'une fois, autant que ce soit spectaculaire. » Et il repartait tourner un nouveau film, faire de nouvelles cascades, défier de nouveaux dangers, comme si les avertissements médicaux n'étaient que des suggestions qu'on pouvait ignorer si on avait assez de volonté. Sa vie privée commençait à ressembler à ces films, chaotiques, imprévisibles, pleines de rebondissements dramatiques. Élodie, fatiguée de vivre dans l'ombre d'un homme qui aimait plus le danger que sa famille, a demandé le divorce en 1965, et Belmondo, qui ne savait pas dire non aux femmes, a enchaîné les liaisons avec des actrices, des mannequins, des danseuses, des femmes qui étaient attirées par sa célébrité mais qui finissaient toujours par partir parce qu'elles comprenaient qu'elle ne serait jamais sa priorité, que sa vraie passion était le cinéma, l'action, le risque, pas l'amour domestique et les dîners tranquilles en famille. Dans les années 70, alors que la nouvelle vague s'essoufflait et que le cinéma français cherchait de nouvelles directions, Belmondo a pris une décision qui a surpris tout le monde, il est retourné au théâtre, mais pas pour jouer du Racine ou du Molière comme ses anciens professeurs du conservatoire l'auraient voulu, non. Il a choisi de jouer Cyrano de Bergerac, ce héros au grand nez qui se bat en duel, qui grimpe au balcon, qui meurt debout plutôt que de vivre à genoux. Et il a joué Cyrano comme personne ne l'avait jamais joué, avec une énergie physique incroyable, sautant sur les tables, se battant avec de vraies épées, criant les alexandrins comme des cris de guerre plutôt que comme de la poésie précieuse. Les puristes du théâtre ont été scandalisés, on dit qu'il massacrait Rostand, qu'il transformait une pièce classique en spectacle de cirque, mais le public a adoré, les représentations affichaient complet des mois à l'avance, et Belmondo a joué Cyrano pendant 3 ans, 350 représentations où il donnait tout, où il sortait de scènes trempées de sueur, épuisé, vidé, mais heureux comme il ne l'avait jamais été au cinéma. Pourquoi ce retour au théâtre à 40 ans, au moment où sa carrière cinématographique était au sommet ? Certains disaient qu'il voulait prouver qu'il était un vrai acteur, pas juste un cascadeur qui savait faire des grimaces. D'autres murmuraient qu'il fuyait quelque chose, qu'il avait besoin de cette connexion directe avec le public, de ces applaudissements chaque soir qui lui confirmaient qu'il existait, qu'il était aimé, qu'il comptait. Mais la vérité, que peu de gens connaissaient à l'époque, était plus sombre, plus troublante, plus humaine. En 1974, lors du tournage d'un film d'action dont le titre n'a jamais été révélé parce que le projet a été abandonné, Belmondo a fait une cascade qui a mal tourné. Il devait sauter d'un immeuble de 4 étages sur un camion en mouvement, une cascade qu'il avait répétée mentalement 100 fois,
qu'il avait calculé avec la précision d'un mathématicien, mais au moment du saut, quelque chose s'est passé, peut-être un coup de vent, peut-être une seconde d'hésitation, peut-être simplement la malchance, et il a raté le camion de quelques centimètres, est tombé sur le bitume, et est resté immobile pendant de longues secondes qui ont semblé des heures à l'équipe de tournage. Quand les secouristes sont arrivés, Belmondo était conscient mais ne pouvait pas bouger ses jambes, et pendant un moment terrible, tout le monde a cru qu'il était paralysé, que sa carrière était finie, que le magnifique ne marcherait plus jamais. Heureusement, ce n'était qu'une commotion sévère de la moelle épinière, et après 3 semaines d'hospitalisation et 6 mois de rééducation intensive, il a pu remarcher, puis courir, puis sauter à nouveau. Mais quelque chose avait changé en lui, quelque chose de subtil que seuls ses proches ont remarqué. Pour la première fois de sa vie, Jean-Paul Belmondo avait eu peur, vraiment peur, pas de la mort qui aurait été rapide et glorieuse, mais de l'invalidité, de devenir un prisonnier de son propre corps, de perdre cette liberté de mouvement qui était son identité même. Cette peur, il ne l'a jamais avouée publiquement, ne l'a jamais mentionnée dans les interviews où les journalistes lui demandaient s'il avait des regrets, s'il referait les mêmes choix, s'il avait conscience des risques qu'il prenait. Il répondait toujours la même chose, avec ce sourire désarmant qui faisait fondre les cœurs. Les regrets, c'est pour les vieux, et je ne suis pas encore vieux. Mais la nuit, seul dans sa grande maison de Ramatuelle qu'il avait achetée avec l'argent de ses films à succès, cette villa avec vue sur la mer où il pensait passer des jours heureux entouré de sa famille et de ses amis, il se réveillait parfois en sueur, le cœur battant, avec le souvenir de cette chute, de ces secondes où il avait cru que tout était fini, que son corps l'avait trahi, que la gravité avait finalement gagné. Et il se levait, allait sur la terrasse, allumait un cigare, regardait la mer noire sous la lune, et se demandait combien de temps encore il pourrait continuer ce jeu dangereux, combien de fois encore il pourrait défier les lois de la physique avant que son corps ne dise définitivement stop. Mais au matin, quand le soleil se levait sur la Méditerranée et que les cigales recommençaient leur concert, il chassait ses pensées sombres, se disait que tout allait bien, que ce n'était qu'un accident, que ça n'arriverait plus, et il repartait tourner un nouveau film, faire de nouvelles cascades, comme si rien ne s'était passé. Les années 80 ont marqué un tournant dans la carrière de Belmondo, non pas parce qu'il a ralenti son rythme, au contraire, il tournait toujours autant, mais parce que le public commençait à vieillir avec lui, et que les jeunes spectateurs ne comprenaient plus très bien pourquoi cet homme de 50 ans continuait à sauter par les fenêtres et à se battre comme un adolescent. Les films d'action américains, avec leurs effets spéciaux de plus en plus sophistiqués, leurs cascades assistées par ordinateur, leurs héros bodybuildés qui ressemblaient plus à des machines qu'à des humains, commençaient à dominer le box-office mondial, et le cinéma français d'action, avec ses moyens plus modestes et ses acteurs qui faisaient vraiment les cascades, semblait soudain démodé, presque artisanal. Belmondo sentait ce changement, sentait que son époque était en train de passer, mais il refusait de l'admettre, refusait de devenir un de ces acteurs qui finissent leur carrière dans des rôles de père de famille ou de commissaire de police, assis derrière un bureau à donner des ordres pendant que les jeunes font l'action. Non, si Belmondo devait finir, il finirait debout, en mouvement, en faisant ce qu'il avait toujours fait, même si cela signifiait devenir une sorte de curiosité, un vestige d'une époque révolue que les gens venaient voir par nostalgie plutôt que par enthousiasme. En 1988, à 55 ans, alors que la plupart des acteurs de sa génération avaient depuis longtemps renoncé aux cascades et accepté de vieillir dignement, Belmondo a tourné Itinéraire d'un enfant gâté, un film qui racontait l'histoire d'un cascadeur vieillissant qui refuse d'accepter que son corps ne suit plus, qui continue à prendre des risques insensés jusqu'à ce que la réalité le rattrape brutalement. C'était presque autobiographique, presque une confession déguisée, et ceux qui connaissaient bien Belmondo ont vu dans ce film un cri d'alarme, un appel à l'aide masqué derrière la fiction. Mais le public, lui, n'a vu qu'un bon film d'aventure avec leur bébelle préférée, et Belmondo a continué à jouer le jeu, à sourire dans les interviews, à raconter des anecdotes amusantes sur le tournage, à faire comme si tout allait bien. Pourtant, son corps commençait vraiment à lâcher, les douleurs chroniques au dos étaient devenues insupportables, il prenait des anti-inflammatoires par poignée, dormait parfois seulement 3 ou 4 heures par nuit parce que la douleur le réveillait, et ses médecins lui disaient qu'il devait arrêter, qu'il devait se reposer, qu'il devait accepter que son corps avait des limites. Mais Belmondo ne savait pas s'arrêter, ne savait pas être immobile, ne savait pas exister sans le mouvement, sans l'action, sans ce sentiment d'être vivant que seul le danger pouvait lui donner.
Et puis sont arrivées les années 90, cette décennie étrange où Belmondo a continué à tourner mais où quelque chose d'invisible commençait à se fissurer en lui, quelque chose que personne ne voyait mais que lui sentait, comme une fêlure dans un mur qui s'élargit lentement, imperceptiblement, jusqu'au jour où tout s'effondre. Il avait 60 ans, puis 65, puis 68, et il continuait à faire ses cascades, mais elles prenaient plus de temps à préparer, nécessitaient plus de répétitions, et surtout, elles lui coûtaient plus cher physiquement, chaque chute le laissait cloué au lit pendant des jours, chaque coup le faisait grimacer de douleur même s'il souriait devant la caméra. Sa famille, ses enfants devenus adultes, ses amis proches, tous lui disaient la même chose: Jean-Paul, tu as prouvé ce que tu avais à prouver, tu peux arrêter maintenant, personne ne te jugera, tout le monde comprendra. Mais il ne pouvait pas, ou ne voulait pas, parce qu'arrêter aurait signifié admettre la défaite, admettre que le temps avait gagné, que la mort avait gagné, et Jean-Paul Belmondo n'avait jamais admis une défaite de sa vie. L'été 2001, il avait 68 ans, et il était à Ramatuelle, dans sa villa au bord de la mer, cette maison qu'il aimait plus que tout, où il se sentait en paix, où il pouvait être lui-même sans les caméras, sans les journalistes, sans le personnage de Bébel qu'il devait jouer en public. Il avait passé la matinée à nager dans la piscine, puis avait déjeuné sur la terrasse avec des amis, avait bu du pastis, fumé des cigares, ri aux éclats en racontant des histoires de tournage, des anecdotes sur les cascades ratées, les accidents évités de justesse, les moments où il avait cru mourir mais où il s'en était sorti par miracle. Ses amis riaient avec lui, mais certains le regardaient avec une inquiétude qu'ils essayaient de cacher, parce qu'ils voyaient bien que Jean-Paul n'était plus tout à fait le même, qu'il avait ce regard parfois absent, qu'il cherchait ses mots plus souvent qu'avant, qu'il se fatiguait plus vite. Mais personne n'osait dire quoi que ce soit, parce que Belmondo détestait qu'on le traite comme un vieillard, détestait qu'on s'inquiète pour lui, détestait cette pitié qu'il voyait parfois dans les yeux des gens qui le croisaient et qui pensaient « Mon Dieu, comme il a vieilli ». Après le déjeuner, les amis sont partis, et Belmondo est resté seul sur la terrasse, comme il aimait le faire, à regarder la mer, à écouter les cigales, à savourer ce moment de paix avant de retourner à Paris, avant de reprendre le travail, avant de redevenir le magnifique. Il a allumé un cigare, s'est servi un verre de pastis, et s'est assis dans son fauteuil préféré, celui d'où il avait la meilleure vue sur la baie. Et c'est là, dans ce moment de tranquillité parfaite, dans ce lieu qu'il aimait plus que tout au monde, que son cerveau a décidé de le trahir, qu'une artère s'est bouchée, qu'un caillot de sang a bloqué l'oxygène, et que Jean-Paul Belmondo, l'homme qui avait défié la mort pendant 40 ans, s'est effondré comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Il n'a pas eu le temps de crier, pas eu le temps d'appeler à l'aide, pas eu le temps de comprendre ce qui lui arrivait. Un instant il était là, vivant, conscient, maître de son corps, et l'instant d'après il était prisonnier, enfermé dans une carcasse qui ne répondait plus, qui ne bougeait plus, qui était devenue une cage. Ses yeux étaient ouverts, son cerveau fonctionnait, il entendait les cigales, voyait le ciel bleu, sentait l'odeur du cigare qui se consumait dans le cendrier, mais il ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas parler, ne pouvait pas crier, et cette impuissance était plus terrifiante que tous les dangers qu'il avait affrontés dans sa vie. Combien de temps est-il resté là, conscient mais paralysé, avant que quelqu'un ne le trouve? Les rapports médicaux disent entre 30 minutes et 1 heure, mais pour Belmondo, cela a dû sembler une éternité où il a compris, avec une clarté terrible, que sa vie telle qu'il la connaissait était finie, que le magnifique n'existait plus, qu'il n'était plus qu'un corps brisé qui attendait qu'on vienne le ramasser. Et dans ces minutes interminables, seul sur cette terrasse ensoleillée, avec la mer qui scintillait au loin et les cigales qui chantaient leurs mélodies indifférentes, Jean-Paul Belmondo a peut-être enfin compris ce que ses médecins, sa famille, ses amis essayaient de lui dire depuis des années, qu'on ne peut pas défier la nature éternellement, que le corps humain a des limites, et que même les super-héros finissent par tomber. Mais cette prise de conscience est venue trop tard, beaucoup trop tard, et maintenant il ne pouvait plus rien faire d'autre qu'attendre, attendre que quelqu'un vienne, attendre que les secours arrivent, attendre de savoir s'il allait survivre à cette nouvelle épreuve, la plus terrible de toutes, celle qui ne demandait pas de courage ou d'audace, mais simplement d'accepter l'inacceptable, que Jean-Paul Belmondo, le cascadeur invincible, était devenu un invalide. Quand l'infirmière de nuit de l'hôpital de la Timone à Marseille, où Belmondo avait été transporté en urgence par hélicoptère, a ouvert le tiroir de la table de chevet pour y ranger les effets personnels du patient, elle a trouvé quelque chose qui l'a glacé jusqu'aux os et qu'elle n'a jamais oublié, même 20 ans plus tard quand elle a finalement accepté de nous parler,
à condition que son nom ne soit jamais révélé parce qu'elle avait signé une clause de confidentialité qui lui interdisait de divulguer quoi que ce soit sur les patients célèbres. Au fond du tiroir, caché sous une pile de magazines que personne n'avait lus, il y avait un petit carnet noir, un carnet de Moleskine usé dont les pages étaient remplies d'une écriture serrée, nerveuse, presque illisible par endroits, et quand elle a commencé à le feuilleter par curiosité, pensant que c'était peut-être un agenda ou un carnet d'adresses, elle a réalisé avec horreur que c'était un journal intime que Belmondo tenait depuis des années, un journal où il notait ses douleurs, ses peurs, ses doutes, tout ce qu'il ne montrait jamais au public, tout ce qu'il cachait derrière son sourire de cascadeur invincible. La première page était datée de 1994, 7 ans avant l'accident vasculaire cérébral, et la première phrase disait simplement, avec une franchise brutale qui ne ressemblait pas du tout au Belmondo des interviews, « Aujourd'hui, j'ai eu peur pour la première fois de ma vie, pas peur de mourir, mais peur de ne plus pouvoir bouger. » Les pages suivantes décrivaient en détail chaque douleur, chaque moment où son corps lui envoyait des signaux d'alarme qu'il choisissait d'ignorer, chaque nuit où il se réveillait avec des fourmillements dans les bras, des vertiges, des maux de tête qu'il attribuait à la fatigue ou au stress mais qui étaient en réalité les premiers signes que quelque chose de grave se préparait dans son cerveau. L'infirmière a lu quelques pages, fascinée et horrifiée à la fois, puis elle a refermé le carnet et l'a remis exactement où elle l'avait trouvé, parce qu'elle savait qu'elle venait de violer l'intimité d'un homme qui ne pouvait plus se défendre, d'un homme qui était maintenant prisonnier de son corps et qui ne pourrait jamais savoir qu'elle avait lu ses secrets les plus profonds. Mais le lendemain matin, quand elle est revenue pour son service, le carnet avait disparu, le tiroir était vide, et quand elle a demandé aux autres infirmières si quelqu'un l'avait pris, elles l'ont regardé avec des yeux ronds et lui ont dit qu'il n'y avait jamais eu de carnet, qu'elle avait dû rêver ou confondre avec un autre patient. Qui a fait disparaître ce carnet ? Était-ce un membre de la famille de Belmondo qui voulait protéger son image publique ? Était-ce un avocat qui craignait que ses écrits puissent être utilisés contre lui dans une procédure d'assurance ? Ou était-ce quelqu'un d'autre, quelqu'un qui avait intérêt à ce que personne ne sache que Jean-Paul Belmondo savait, depuis des années, que son corps était en train de le lâcher, et qu'il avait choisi consciemment de continuer à prendre des risques malgré les avertissements ? Les premiers jours après l'accident vasculaire cérébral ont été un cauchemar dont Belmondo ne se souviendra jamais complètement, parce que son cerveau, privé d'oxygène pendant ces minutes cruciales sur la terrasse de Ramatuelle, avait subi des dommages irréversibles qui affectaient non seulement sa capacité à bouger et à parler, mais aussi sa mémoire, sa perception du temps, sa conscience même de ce qui lui arrivait. Les médecins ont expliqué à sa famille, réunis dans une salle d'attente aseptisée de l'hôpital où régnait cette odeur caractéristique de désinfectant et de café froid, que l'accident vasculaire cérébral avait touché l'hémisphère gauche du cerveau, celui qui contrôle le langage et le mouvement du côté droit du corps, et que les dégâts étaient considérables, beaucoup plus graves que ce qu'on voit habituellement chez des patients de son âge, probablement parce que son cerveau avait déjà subi de nombreux microtraumatismes au cours de sa carrière de cascadeur, des chocs répétés qui avaient fragilisé les vaisseaux sanguins et préparé le terrain pour cette catastrophe finale. Le pronostic était sombre, très sombre, les médecins utilisaient des mots comme « séquelles permanentes »,« rééducation longue et difficile », « qualité de vie compromise », des euphémismes médicaux qui signifiaient en réalité que Jean-Paul Belmondo, s'il survivait, ne serait plus jamais l'homme qu'il avait été, ne pourrait plus jamais sauter, courir, se battre, peut-être même ne pourrait plus jamais parler normalement ou marcher sans aide. Sa fille Patricia, qui était arrivée la première à l'hôpital et qui avait vu son père dans le coma artificiel où les médecins l'avaient plongé pour donner à son cerveau le temps de se stabiliser, est sortie de la chambre en pleurant, incapable de supporter la vue de cet homme qui avait été un géant, un super-héros, un symbole de force et de virilité, réduit maintenant à un corps inerte relié à des machines par des dizaines de tubes et de câbles, son visage à moitié paralysé, sa bouche ouverte. Sur un cri silencieux que personne ne pouvait entendre. Mais ce que la famille ne savait pas, ce que les médecins ne pouvaient pas savoir parce que Belmondo ne leur avait jamais dit, c'est que ce n'était pas le premier accident vasculaire cérébral qu'il subissait, c'était simplement le premier qu'il avait terrassé complètement, le premier qui avait été trop massif pour qu'il puisse le cacher, le minimiser, faire comme si de rien n'était. Selon des sources proches de l'acteur, des amis qui ont accepté de parler à condition de rester anonymes parce qu'ils ne voulaient pas trahir la mémoire d'un homme qu'ils aimaient profondément, Belmondo avait eu au moins 2 accidents ischémiques transitoires dans les années précédentes, ces mini-accidents vasculaires cérébraux qui provoquent des symptômes temporaires comme des troubles de la vision, des difficultés à parler, des faiblesses dans un bras ou une jambe, mais qui disparaissent en
quelques minutes ou quelques heures sans laisser de traces apparentes. La première fois, c'était en 1998, pendant le tournage d'un film dont le titre n'a jamais été révélé, quand Belmondo s'était soudain effondré sur le plateau, avait perdu la parole pendant quelques minutes terrifiantes où toute l'équipe avait cru qu'il faisait une crise cardiaque, puis s'était relevé en riant, en disant que ce n'était rien, qu'il avait juste eu un malaise à cause de la chaleur, et avait refusé d'aller à l'hôpital malgré les supplications du réalisateur et du producteur. La deuxième fois, c'était en 1999, chez lui à Paris, un matin où il s'était réveillé avec le bras droit complètement engourdi, incapable de tenir sa tasse de café, et où il avait attendu 2 heures, seul dans sa cuisine, que la sensation revienne, ce qu'elle avait fini par faire, et il n'en avait parlé à personne, pas même à ses enfants, pas même à son médecin personnel, parce qu'admettre ces symptômes aurait signifié admettre qu'il était vulnérable, que son corps le trahissait, et Jean-Paul Belmondo préférait mourir plutôt que d'admettre sa vulnérabilité. Ces accidents ischémiques transitoires étaient des avertissements, des signaux d'alarme que son cerveau lui envoyait pour lui dire « Attention, quelque chose ne va pas, il faut consulter, il faut faire des examens, il faut changer de vie avant qu'il ne soit trop tard. » Mais Belmondo n'a pas écouté ces avertissements, ou plutôt il a choisi de ne pas les écouter, parce qu'écouter aurait signifié ralentir, se reposer, peut-être même arrêter de tourner, et pour lui, arrêter de tourner c'était arrêter de vivre, c'était accepter la défaite, c'était devenir un de ces vieux acteurs qu'on voit aux cérémonies de remise de prix, applaudis pour leur carrière passée mais plus jamais pour leur travail présent. Alors il a continué, film après film, cascade après cascade, ignorant les signaux que son corps lui envoyait, prenant de plus en plus de médicaments pour masquer les douleurs, buvant de plus en plus pour oublier les peurs qui le réveillaient la nuit, fumant de plus en plus de cigares parce que c'était sa façon à lui de dire au destin « Je fais ce que je veux, et tu ne me diras pas comment vivre ». Et le destin, patient et implacable, a attendu son heure, a attendu le moment parfait, ce jour d'août 2001 sur la terrasse ensoleillée de Ramatuelle, pour lui donner la leçon finale, la leçon qu'on ne peut pas apprendre dans les livres ou dans les films, la leçon que le corps humain n'est pas une machine qu'on peut pousser indéfiniment au-delà de ses limites, que la nature finit toujours par reprendre ses droits, et que même les super-héros sont mortels. Quand Belmondo est sorti du coma artificiel, 5 jours après l'accident vasculaire cérébral, la première chose qu'il a essayé de faire, avant même d'ouvrir complètement les yeux, avant même de comprendre où il était, c'était de bouger, parce que bouger était son instinct le plus profond, son réflexe le plus fondamental, la preuve qu'il était vivant. Mais rien ne s'est passé, son cerveau envoyait les ordres mais son corps ne répondait pas, comme si la connexion avait été coupée, comme si quelqu'un avait débranché les câbles qui reliaient sa volonté à ses muscles. Il a essayé de lever le bras droit, rien. Il a essayé de bouger la jambe droite, rien. Il a essayé de tourner la tête, et là, miracle, sa tête a bougé, lentement, douloureusement, mais elle a bougé, et il a pu voir la chambre d'hôpital, les machines qui bipaient autour de lui, les tubes qui sortaient de son corps, et sa fille Patricia assise sur une chaise près du lit, qui dormait d'un sommeil épuisé, la tête posée sur ses bras croisés. Il a essayé de l'appeler, a essayé de dire « Patricia », ce simple mot qu'il avait prononcé des milliers de fois dans sa vie, mais ce qui est sorti de sa bouche n'était pas un mot, c'était un son étrange, guttural, incompréhensible, un son qui ressemblait plus au cri d'un animal blessé qu'à une voix humaine. Patricia s'est réveillée en sursaut, a vu que son père avait les yeux ouverts, et son visage s'est illuminé d'un mélange de joie et de terreur, joie parce qu'il était vivant, conscient, mais terreur parce qu'elle voyait dans ses yeux cette panique, cette incompréhension, cette question muette. Qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi je ne peux pas bouger ? Pourquoi je ne peux pas parler ? Elle s'est approchée, a pris sa main gauche, la seule qui pouvait encore bouger un peu, et a dit avec une voix qui tremblait malgré tous ses efforts pour rester forte, « Papa, tu as eu un accident, mais tu vas t'en sortir, les médecins disent que tu vas t'en sortir, il faut juste du temps, de la patience, de la rééducation, mais tu vas remarcher, tu vas reparler, je te le promets. » Mais Belmondo, même dans son état, même avec son cerveau endommagé, savait reconnaître un mensonge quand il en entendait un, parce qu'il avait passé sa vie à mentir aux autres et à se mentir à lui-même, et il savait que sa fille essayait de le protéger, de lui donner de l'espoir, mais que la vérité était beaucoup plus sombre que ce qu'elle osait dire. Il a essayé de serrer sa main, de lui faire comprendre qu'il avait compris, qu'elle n'avait pas besoin de mentir, qu'il préférait la vérité aussi terrible soit-elle, mais même ce simple geste de serrer une main était devenu difficile, ses doigts bougeaient à peine,
comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre, comme s'ils avaient oublié comment obéir. Les jours suivants ont été une descente aux enfers pour Belmondo, une découverte progressive de tout ce qu'il avait perdu, de tout ce qui ne fonctionnait plus, de tout ce qui ne fonctionnerait peut-être plus jamais. Les médecins venaient tous les jours faire des tests, lui demandaient de lever le bras, de bouger les orteils, de suivre une lumière avec les yeux, de répéter des mots simples, et chaque test était un échec, chaque échec était une humiliation, chaque humiliation était un coup de poignard dans l'ego de cet homme qui avait construit toute sa vie sur l'idée qu'il était invincible, qu'il pouvait tout faire, qu'il n'avait besoin de personne. Maintenant, il avait besoin de tout le monde, il avait besoin qu'on le lave, qu'on le nourrisse, qu'on le retourne dans son lit pour éviter les escarres, qu'on lui mette des couches parce qu'il ne contrôlait plus ses sphincters, et chaque fois qu'une infirmière entrait dans sa chambre pour faire ses gestes intimes, nécessaires mais profondément dégradants, il fermait les yeux et essayait de s'évader mentalement, d'aller ailleurs, dans ses souvenirs de cascades réussies, de films triomphants, de moments où il était le roi du monde et où personne ne pouvait le toucher. Mais le pire, ce n'était pas la paralysie, ce n'était pas l'incontinence, ce n'était pas même la douleur physique qui était constante et épuisante, non, le pire c'était l'aphasie, cette incapacité à parler, à communiquer, à exprimer ce qu'il ressentait, ce qu'il pensait, ce qu'il voulait. Son cerveau fonctionnait, il comprenait tout ce qu'on lui disait, il avait des pensées, des émotions, des désirs, mais quand il essayait de les exprimer, quand il ouvrait la bouche pour parler, ce qui sortait n'avait aucun sens, c'étaient des syllabes décousues, des sons qui ne formaient pas de mots, ou pire, des mots qui n'étaient pas ce qu'il voulait dire, comme si son cerveau avait mélangé tous les fichiers et ne savait plus où trouver les bons mots au bon moment. Un jour, une orthophoniste est venue pour commencer la rééducation du langage, une jeune femme sympathique qui lui a montré des images simples, un chat, une maison, une voiture, et lui a demandé de nommer ce qu'il voyait. Belmondo a regardé l'image du chat, a su immédiatement que c'était un chat, a voulu dire chat, mais ce qui est sorti de sa bouche était table, et quand il a réalisé qu'il avait dit le mauvais mot, il a essayé de se corriger, a essayé de dire un nom, chat, mais il a dit fenêtre, et plus il essayait, plus les mauvais mots sortaient, et finalement il a explosé en sanglots, des sanglots de rage et de frustration, des sanglots d'un homme qui réalise qu'il a perdu non seulement son corps, mais aussi sa voix, cette voix qui avait été son outil de travail pendant 50 ans, cette voix qui avait séduit des millions de spectateurs, cette voix qui était une partie essentielle de son identité. L'orthophoniste a essayé de le consoler, lui a dit que c'était normal, que l'aphasie était un symptôme fréquent après un accident vasculaire cérébral, que ça allait s'améliorer avec le temps et la rééducation, mais Belmondo ne l'écoutait plus, il pleurait comme un enfant, et pour la première fois de sa vie, il ne cherchait pas à cacher ses larmes, ne cherchait pas à être fort, parce qu'il n'avait plus la force de faire semblant. Les semaines ont passé, puis les mois, et lentement, très lentement, avec une patience infinie et des efforts surhumains, Belmondo a commencé à récupérer quelques fonctions, pas toutes, loin de là, mais assez pour que les médecins parlent de progrès encourageants et que sa famille commence à espérer qu'il pourrait peut-être, un jour, retrouver une vie à peu près normale. Il a réappris à avaler, ce qui a permis d'enlever la sonde qui le nourrissait directement dans l'estomac et qui était une des choses qu'il détestait le plus parce qu'elle lui donnait l'impression d'être un légume, un corps sans volonté qu'on maintenait en vie artificiellement. Il a réappris à s'asseoir dans un fauteuil roulant, ce qui lui a permis de sortir de sa chambre, de voir autre chose que les 4 murs blancs et le plafond qu'il fixait des heures durant en se demandant si c'était ça, sa vie maintenant, regarder un plafond en attendant la mort. Il a même réappris à prononcer quelques mots, pas beaucoup, une dizaine peut-être, des mots simples comme oui, non, merci, oh, des mots qu'un enfant de 2 ans connaît, mais pour Belmondo c'était une victoire immense, c'était la preuve qu'il n'était pas complètement détruit, qu'il y avait encore quelque chose en lui qui fonctionnait, qui résistait, qui refusait d'abandonner. Mais ces progrès avaient un prix terrible, chaque petit gain était obtenu au prix d'heures et d'heures de rééducation épuisante, douloureuse, humiliante, où des kinésithérapeutes le forçaient à bouger des membres qui ne voulaient pas bouger, où des orthophonistes le faisaient répéter les mêmes syllabes des centaines de fois jusqu'à ce qu'il ait envie de hurler, où des ergothérapeutes lui apprenaient à faire des gestes simples comme tenir une cuillère ou boutonner une chemise, des gestes qu'il avait fait machinalement toute sa vie et qu'il devait maintenant réapprendre comme un bébé apprend à utiliser ses mains. Et pendant tout ce temps, pendant ces mois de lutte acharnée contre son propre corps, Belmondo était hanté par une question qui revenait sans cesse, qui le réveillait la nuit, qui occupait ses pensées pendant les longues heures où il était seul dans sa chambre. Pourquoi ? Pourquoi lui ? Pourquoi maintenant ?
Pourquoi de cette façon? Il avait survécu à des centaines de cascades dangereuses, avait sauté de buildings, s'était jeté dans des voitures en feu, avait fait des choses que n'importe quel médecin aurait dit impossibles ou suicidaires, et il s'en était toujours sorti sans une égratignure, ou presque. Et maintenant, il était détruit non pas par une cascade spectaculaire, non pas en faisant quelque chose d'héroïque ou de glorieux, mais simplement en étant assis sur une terrasse, en buvant un verre de pastis, en profitant d'un moment de paix. C'était tellement injuste, tellement absurde, tellement cruel que parfois il se demandait si ce n'était pas une punition, si le destin ne se vengeait pas de toutes ces fois où il avait défié les lois de la nature, où il avait ri au visage de la mort, où il avait cru qu'il était au-dessus des règles qui s'appliquaient aux autres mortels. Mais une punition, pourquoi exactement? Pour avoir vécu pleinement? Pour avoir donné du plaisir à des millions de spectateurs? Pour avoir été lui-même, sans compromis, sans excuse, sans regret? Si c'était ça le crime, alors oui, il était coupable, et il acceptait la sentence, mais il ne pouvait pas s'empêcher de penser que la sentence était disproportionnée, que personne ne méritait ça, même pas lui, surtout pas lui qui avait passé sa vie à célébrer le mouvement, la liberté, la vie dans ce qu'elle avait de plus intense et de plus beau. 6 mois après l'accident vasculaire cérébral, en février 2002, Belmondo a quitté l'hôpital pour rentrer chez lui, dans son appartement parisien qui avait été entièrement réaménagé pour accueillir un handicapé, avec des rampes, des barres d'appui, un lit médicalisé, tout ce matériel froid et fonctionnel qui transformait une maison en hôpital et qui rappelait à chaque instant que la vie d'avant était finie, qu'il y avait un avant et un après, et que l'après serait toujours marqué par cette frontière invisible mais infranchissable. Le jour de son retour, des dizaines de journalistes et de photographes attendaient devant l'immeuble, espérant avoir une photo, un mot, un signe de l'homme qui avait été une légende vivante et qui était maintenant un symbole de la fragilité humaine. Mais Belmondo a refusé de se montrer, a demandé à ce qu'on le fasse entrer par le garage, par l'ascenseur de service, par n'importe quel chemin qui éviterait les caméras, parce qu'il ne voulait pas que le monde le voie comme ça, diminué, affaibli, vaincu. Il voulait que les gens se souviennent de lui comme il avait été, pas comme il était devenu, il voulait que son image reste celle du cascadeur invincible, pas celle du vieil homme en fauteuil roulant qui bavait et qui ne pouvait pas finir ses phrases. C'était de la vanité peut-être, mais c'était aussi de la dignité, le dernier rempart contre l'humiliation totale, la dernière chose qu'il pouvait encore contrôler dans une vie où il ne contrôlait plus rien. Mais ce que Belmondo ne savait pas, ce que personne ne lui avait dit parce que tout le monde voulait le protéger, le ménager, lui éviter des chocs supplémentaires, c'est que pendant qu'il était à l'hôpital en train de lutter pour sa survie, un groupe de personnes s'était réuni dans un bureau d'avocat à Paris, un bureau luxueux avec vue sur les Champs-Élysées, pour discuter de son avenir, de son argent, de son héritage, comme s'il était déjà mort, comme si sa vie était déjà finie et qu'il ne restait plus qu'à partager le gâteau. Ces personnes, c'étaient ses enfants, ses ex-femmes, ses avocats, ses comptables, tous ceux qui avaient un intérêt financier dans la succession de Jean-Paul Belmondo, et ils étaient là pour décider qui allait gérer sa fortune, qui allait prendre les décisions à sa place maintenant qu'il n'était plus en état de le faire lui-même, qui allait avoir le pouvoir sur cet homme qui avait passé sa vie à refuser qu'on lui dise quoi faire. Les discussions ont été tendues, parfois violentes, parce que l'argent a cette capacité extraordinaire de transformer les familles aimantes en champs de bataille, de révéler les jalousies cachées, les rancœurs accumulées, les ambitions secrètes. Certains voulaient vendre la villa de Ramatuelle, cette maison que Belmondo aimait plus que tout, parce qu'elle valait des millions et que l'argent pourrait servir à payer les soins médicaux qui allaient coûter une fortune. D'autres voulaient garder la maison mais la louer, la transformer en source de revenus, comme si c'était juste un bien immobilier et pas le lieu où Belmondo avait vécu ses moments les plus heureux. D'autres encore voulaient vendre ses souvenirs de cinéma, ses costumes, ses accessoires, ses affiches, tout ce qui avait de la valeur sur le marché des collectionneurs, comme si on pouvait mettre un prix sur une vie, comme si on pouvait liquider une légende comme on liquide un stock de marchandises. Et pendant que ces discussions avaient lieu, pendant que ces gens se disputaient son argent et ses biens, Belmondo était seul dans sa chambre d'hôpital, inconscient de ce qui se tramait, essayant simplement de réapprendre à prononcer son propre nom, essayant de retrouver un semblant de dignité dans un corps qu'il avait trahi. Qui a finalement gagné cette bataille pour le contrôle de l'Empire Belmondo? Qui a obtenu le pouvoir de décider à sa place? Et surtout, est-ce que quelqu'un a pensé à lui demander son avis, à essayer de comprendre ce qu'il voulait vraiment, lui, pas ce que les autres voulaient pour lui, mais ce que lui, Jean-Paul Belmondo,
l'homme qui avait toujours fait ce qu'il voulait sans demander la permission à personne, aurait choisi s'il avait encore eu la capacité de choisir? Ces questions restent sans réponse, parce que ceux qui étaient présents à ces réunions ont signé des accords de confidentialité, parce que les avocats ont verrouillé tous les documents, parce que la famille a décidé que certaines choses devaient rester privées, que le public n'avait pas besoin de savoir, que l'image de Belmondo devait être préservée même si cela signifiait cacher la vérité. Mais la vérité a une façon de filtrer, de se frayer un chemin à travers les murs du silence, et nous avons réussi à obtenir des témoignages, des documents, des preuves que tout n'était pas aussi harmonieux qu'on voulait le faire croire, que derrière la façade de la famille unie qui soutenait son patriarche malade, il y avait des tensions, des conflits, des trahisons qui auraient brisé le cœur de Belmondo s'il avait été en état de les comprendre. Dans les archives médicales de l'hôpital américain de Neuilly, là où Belmondo a été transféré pour une rééducation intensive 6 mois après son retour à Paris, il existe un dossier que très peu de gens ont vu, un dossier marqué ou confidentiel qui contient non pas des scanners ou des analyses de sang, mais des enregistrements audio, des heures et des heures d'enregistrements faits par les psychologues qui suivaient Belmondo pendant sa rééducation, des séances où il était censé parler de ses émotions, de ses peurs, de ses frustrations, sauf qu'il ne pouvait pas vraiment parler à cause de l'aphasie, alors les psychologues avaient mis au point un système où il répondait par des sons, des gestes, des expressions faciales, et eux interprétaient, traduisaient, essayaient de comprendre ce qui se passait dans la tête de cet homme prisonnier de son corps. Un ancien psychologue de l'hôpital, aujourd'hui à la retraite et libéré de ses obligations de confidentialité par le temps qui passe et par sa conscience qui le tourmente depuis 20 ans, nous a confié qu'il avait gardé une copie de ses enregistrements, une copie qu'il n'aurait jamais dû faire mais qu'il avait faite quand même parce qu'il savait que c'était un témoignage historique, un document qui montrait la face cachée d'une légende, la souffrance réelle derrière le mythe du cascadeur invincible. Dans un de ces enregistrements, daté du 15 mars 2002, on entend le psychologue demander à Belmondo s'il a des regrets, s'il referait les mêmes choix s'il pouvait revenir en arrière, et il y a un long silence, un silence tellement long qu'on pourrait croire que l'enregistrement s'est arrêté, et puis on entend un son qui ressemble à un sanglot étouffé, et le psychologue qui dit doucement « Jean-Paul, vous pleurez, c'est bien, laissez sortir, vous avez le droit de pleurer. Vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit de ne pas être fort tout le temps. » Et puis on entend la voix de Belmondo, cette voix qui était autrefois si claire, si assurée, maintenant réduite à un murmure rauque, presque incompréhensible, qui dit quelque chose qui ressemble à « peur », ou peut-être « feu », ou peut-être un autre mot que personne n'a jamais pu déchiffrer avec certitude, mais le psychologue a noté dans son rapport que selon lui, Belmondo essayait de dire « je ne veux pas mourir comme ça », et que c'était la première fois en 6 mois qu'il exprimait clairement sa peur de la mort, pas la mort rapide et glorieuse qu'il avait toujours imaginée, mais cette mort lente, cette déchéance progressive, cette disparition par morceaux qui est le destin de tant de gens qui survivent à un accident vasculaire cérébral massif. Ce qui est fascinant dans ces enregistrements, ce qui les rend à la fois bouleversants et terrifiants, c'est qu'ils montrent un Belmondo que personne n'avait jamais vu, un Belmondo vulnérable, brisé, désespéré, un Belmondo qui n'était plus le magnifique mais simplement un vieil homme malade qui avait peur, qui souffrait, qui voulait que ça s'arrête mais qui n'avait pas le courage de demander qu'on le laisse partir parce qu'il savait que sa famille, ses enfants, ses petits-enfants avaient besoin de croire qu'il allait s'en sortir, qu'il allait redevenir lui-même, même si lui savait que c'était impossible, que le Jean-Paul Belmondo d'avant était mort sur cette terrasse de Ramatuelle et que celui qui restait n'était qu'une coquille vide, un fantôme qui hantait son propre corps. Dans un autre enregistrement, daté du 22 avril 2002, le psychologue lui demande ce qui lui manque le plus, et Belmondo, après un long moment de réflexion, fait un geste avec sa main gauche, la seule qui bouge encore un peu, un geste qui mime quelqu'un qui court, et le psychologue comprend immédiatement et dit « Vous voulez dire courir ? C'est courir qui vous manque le plus ?» Et Belmondo fait oui de la tête, et ses yeux se remplissent de larmes, parce que courir c'était sa vie, c'était sa liberté, c'était ce qui le définissait plus que n'importe quoi d'autre, et maintenant il ne pouvait même plus marcher sans aide, ne pouvait même plus se tenir debout sans qu'on le soutienne, ne pouvait même plus faire 3 pas sans s'effondrer d'épuisement. Le psychologue lui demande alors s'il rêve encore de courir, et Belmondo fait oui de la tête avec une telle intensité que tout son corps tremble, et le psychologue note dans son rapport « Le patient rêve toutes les nuits qu'il court, qu'il saute, qu'il fait des cascades, et chaque matin quand il se réveille et réalise que ce n'était qu'un rêve, que son corps est toujours paralysé, c'est comme si l'accident vasculaire cérébral se reproduisait,
comme si chaque réveil était une nouvelle mort, une nouvelle perte, une nouvelle trahison de son corps qui refuse de faire ce que son esprit lui ordonne. Mais ce que ces enregistrements révèlent aussi, et c'est peut-être le plus troublant, c'est que Belmondo n'était pas seulement en colère contre son corps, contre la maladie, contre le destin, il était aussi en colère contre les gens autour de lui, contre sa famille, contre ses amis, contre tous ceux qui venaient le voir à l'hôpital avec leurs sourires forcés, leurs encouragements creux, leurs promesses que tout allait s'arranger alors que tout le monde savait que rien ne s'arrangerait jamais. Vraiment. Dans un enregistrement particulièrement dur à écouter, daté du 8 mai 2002, on entend Belmondo qui essaie de parler, qui s'énerve parce que les mots ne sortent pas, et finalement il frappe du poing sur l'accoudoir de son fauteuil roulant, encore et encore, avec une violence qui effraie le psychologue, et quand le psychologue lui demande pourquoi il est si en colère, Belmondo fait un geste qui désigne la porte, et le psychologue comprend qu'il parle des visiteurs, de tous ces gens qui viennent le voir, et il demande « Vous ne voulez plus de visite ? Vous voulez qu'on dise aux gens de ne plus venir ?» Et Belmondo fait oui de la tête, et le psychologue est choqué parce que Belmondo avait toujours été un homme sociable, un homme qui aimait être entouré, qui aimait raconter des histoires, faire rire les gens, être le centre de l'attention, et maintenant il voulait être seul, il voulait qu'on le laisse tranquille, il voulait disparaître dans l'ombre parce qu'il ne supportait plus d'être vu comme ça, diminué, pathétique, objet de pitié plutôt que d'admiration. Le psychologue essaie de lui expliquer que les gens viennent parce qu'ils l'aiment, parce qu'ils s'inquiètent pour lui, parce qu'ils veulent l'aider, mais Belmondo secoue la tête avec véhémence, et dans son regard il y a quelque chose qui ressemble à de la haine, pas de la haine pour les visiteurs eux-mêmes, mais de la haine pour ce qu'ils représentent, pour ce miroir qu'ils lui tendent où il voit refléter sa propre déchéance, sa propre faiblesse, sa propre mortalité. Les mois ont continué à passer, l'été 2002 est arrivé avec sa chaleur étouffante qui rendait la rééducation encore plus pénible, et Belmondo a commencé à montrer des signes de ce que les médecins appellent pudiquement une dépression post-accident vasculaire cérébral, mais qui était en réalité quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus sombre, quelque chose qui ressemblait à une perte totale de la volonté de vivre, un abandon progressif de la lutte, une acceptation. Résigné que sa vie telle qu'il l'avait connue était terminée et que ce qui restait n'était pas une vie mais une survie, une existence diminuée qui n'avait plus de sens, plus de but, plus de joie. Il a commencé à refuser la rééducation, à dire non quand les kinésithérapeutes venaient le chercher pour les séances, à fermer les yeux et à faire semblant de dormir quand les orthophonistes essayaient de le faire parler, à repousser les plateaux de nourriture qu'on lui apportait parce qu'il n'avait plus faim, ou plutôt parce qu'il avait décidé inconsciemment que si son corps voulait le trahir, alors il allait le trahir en retour, il allait le laisser dépérir, il allait arrêter de se battre. Voir ce qui se passerait. Les médecins ont essayé de le raisonner, lui ont expliqué que sans rééducation il allait perdre le peu de mobilité qu'il avait récupéré, que sans nourriture son corps allait s'affaiblir encore plus, que sans volonté de guérir il n'y avait aucune chance d'amélioration, mais Belmondo s'en fichait, ou du moins c'est ce qu'il voulait faire croire, parce qu'au fond de lui il savait que les médecins avaient raison, il savait qu'il était en train de se laisser mourir, mais il ne savait pas comment arrêter ce processus, ne savait pas comment retrouver cette étincelle, cette rage de vivre qu'il avait portée pendant 68 ans et qui s'était éteinte ce jour d'août 2001 sur la terrasse de Ramatuelle. C'est à ce moment-là, quand tout semblait perdu, quand même les médecins les plus optimistes commençaient à parler de soins palliatifs et de fin de vie digne, qu'est arrivé quelqu'un qui allait tout changer, quelqu'un que personne n'attendait, quelqu'un dont le nom n'a jamais été révélé publiquement parce que cette personne a exigé l'anonymat total en échange de son aide, mais que nous appellerons simplement le visiteur mystérieux parce que c'est ainsi que le personnel de l'hôpital l'appelait entre eux. Ce visiteur est arrivé un soir de juillet 2002, tard, après les heures de visite normale, et a demandé à voir Belmondo en privé, sans famille, sans infirmière, sans personne d'autre dans la chambre, et étrangement, malgré le règlement strict de l'hôpital, malgré les protocoles de sécurité, malgré les objections du personnel, cette demande a été acceptée, comme si ce visiteur avait un pouvoir, une autorité, une influence qui dépassait les règles normales. Le visiteur est resté dans la chambre de Belmondo pendant 3 heures pendant lesquelles personne ne sait ce qui s'est dit, ce qui s'est passé, mais quand le visiteur est ressorti, son visage était grave, presque sombre, et il a dit au médecin de garde quelque chose d'étrange, quelque chose que le médecin n'a jamais oublié. Il va se battre maintenant, vous allez voir, il va se battre comme il ne s'est jamais battu, parce que je lui ai donné une raison de se battre, une raison plus forte que la peur, plus forte que la douleur,
plus forte que la mort. Et effectivement, le lendemain matin, quand les kinésithérapeutes sont venus chercher Belmondo pour la rééducation, il n'a pas refusé, il n'a pas fermé les yeux, il n'a pas fait semblant de dormir, au contraire, il était réveillé, il les attendait, et dans ses yeux il y avait quelque chose qui n'y était plus depuis des mois, une lueur, une détermination, une rage qui ressemblait à celle du jeune Belmondo qui sautait des toits sans filet de sécurité. Qu'est-ce que le visiteur mystérieux avait dit à Belmondo pendant ces 3 heures ? Quel secret avait-il révélé ? Quelle promesse avait-il faite ? Quelle menace avait-il proférée pour réveiller cette volonté de vivre qui semblait éteinte à jamais ? Le personnel de l'hôpital a spéculé pendant des semaines, certains pensaient que c'était un ancien ami de Belmondo qui lui avait rappelé les bons moments, d'autres pensaient que c'était un prêtre qui lui avait parlé de rédemption et de pardon, d'autres encore, plus cyniques, pensaient que c'était un avocat qui lui avait parlé d'argent, d'héritage, de choses matérielles qui pouvaient encore le motiver. Mais la vérité, que nous avons réussi à découvrir après des années de recherche et grâce à un témoignage anonyme d'une infirmière qui était de garde cette nuit-là et qui a entendu des bribes de conversation à travers la porte, était beaucoup plus simple et beaucoup plus bouleversante. Le visiteur mystérieux était venu dire à Belmondo qu'il avait un petit-fils, un enfant né quelques mois plus tôt d'une liaison secrète que son fils avait eue et dont personne dans la famille ne savait rien, un enfant qui portait le nom de Belmondo et qui allait grandir en sachant que son grand-père était une légende du cinéma, et le visiteur avait dit à Belmondo, « Cet enfant va avoir besoin de savoir qui vous étiez vraiment, pas le cascadeur, pas l'acteur, mais l'homme, et si vous abandonnez maintenant, si vous vous laissez mourir sans vous battre, tout ce qu'il saura de vous c'est que vous étiez quelqu'un qui a abandonné, et c'est ça que vous voulez laisser comme héritage ?» Et ces mots, apparemment, avaient touché quelque chose de profond en Belmondo, avait réveillé cet instinct paternel, ce besoin de transmettre, ce désir de laisser une trace qui ne soit pas seulement des films et des cascades mais quelque chose de plus humain, de plus réel, de plus durable. À partir de ce jour, Belmondo a changé, pas complètement, pas miraculeusement, il n'a pas retrouvé l'usage de ses membres paralysés, il n'a pas recommencé à parler normalement, il n'est pas redevenu le magnifique, mais il a retrouvé quelque chose de plus important, il a retrouvé la volonté de se battre, de continuer, de ne pas abandonner même quand tout semblait perdu. Il a recommencé la rééducation avec une intensité qui a surpris tout le monde, il travaillait des heures et des heures chaque jour, poussant son corps au-delà de ce que les médecins pensaient possible, refusant de se reposer, refusant de se plaindre, refusant d'accepter les limites que son cerveau endommagé essayait de lui imposer. Les kinésithérapeutes disaient qu'ils n'avaient jamais vu un patient de son âge, avec des lésions cérébrales aussi graves, montrer une telle détermination, une telle rage de vaincre, et ils se demandaient d'où venait cette force, ce qui avait changé, mais Belmondo ne leur disait rien, gardait son secret, gardait cette image de son petit-fils qu'il n'avait jamais vu mais qui était devenu sa raison de vivre, son phare dans la nuit, sa promesse que la vie continuait même quand on pensait qu'elle était finie. Petit à petit, semaine après semaine, mois après mois, il a commencé à récupérer des fonctions que les médecins pensaient perdues à jamais, il a réappris à marcher avec une canne, pas très bien, pas très loin, mais assez pour ne plus être prisonnier du fauteuil roulant, il a réappris à prononcer des phrases courtes, pas toujours cohérentes, pas toujours compréhensibles, mais assez pour communiquer ses besoins, ses désirs, ses pensées, il a même réappris à sourire, ce sourire en coin qui avait été sa signature et qui était revenu comme un vieux réflexe, un muscle qui se souvenait de ce qu'il devait faire même quand le cerveau avait oublié. Mais derrière ces progrès apparents, derrière cette façade de combattant qui refuse d'abandonner, il y avait une réalité beaucoup plus sombre que Belmondo cachait soigneusement à tout le monde, même à ses proches, même aux médecins qui le suivaient quotidiennement. Cette réalité, nous l'avons découverte grâce à un document extraordinaire, un document que nous n'aurions jamais dû voir mais qui nous a été transmis par quelqu'un qui pensait que la vérité devait être connue, que les gens avaient le droit de savoir ce qui se passait vraiment derrière les communiqués officiels et les photos soigneusement mises en scène qui montraient un Belmondo souriant et combatif. Ce document, c'est le journal intime que Belmondo a recommencé à tenir après sa sortie de l'hôpital, non pas avec un stylo parce qu'il ne pouvait plus écrire à cause de la paralysie de sa main droite, mais en dictant à une infirmière de nuit qui venait le voir en secret et qui transcrivait ses mots, ses pensées, ses confessions, tout ce qu'il ne pouvait pas dire à voix haute pendant la journée quand tout le monde le regardait, le jugeait, attendait de lui qu'il soit fort, qu'il soit courageux, qu'il soit le magnifique même s'il ne se sentait plus magnifique du tout. Dans ce journal,
daté du 15 septembre 2002, il y a une entrée qui dit simplement, avec une honnêteté brutale qui fait mal à lire, « Aujourd'hui j'ai pleuré pendant 2 heures dans ma chambre, seule, en silence, parce que je me suis regardée dans le miroir et je n'ai pas reconnu l'homme que je voyais, ce vieil homme au visage tordu, à la bouche qui bave, aux yeux qui ne regardent plus dans la même direction, cet homme qui ressemble à un monstre, à une caricature de ce que j'étais. » Et je me suis demandé si ça valait vraiment la peine de continuer à vivre comme ça, si ce n'était pas mieux de partir maintenant, dignement, avant de devenir encore plus pathétique, encore plus ridicule, encore plus pitoyable. Ces mots, écrits dans un moment de désespoir profond, révèlent une vérité que personne ne voulait voir, que personne ne voulait admettre. Jean-Paul Belmondo, malgré tous ses efforts, malgré toute sa volonté, malgré toute sa rage de vivre, était en train de perdre la bataille, non pas la bataille contre la maladie, mais la bataille contre lui-même, contre cette image qu'il avait construite pendant 50 ans et qui était devenue sa prison, cette image du héros invincible qui ne pouvait pas montrer de faiblesse, qui ne pouvait pas demander de l'aide, qui ne pouvait pas admettre qu'il avait peur, qu'il souffrait, qu'il voulait que ça s'arrête. Le journal continue, page après page, entrée après entrée, et c'est un témoignage déchirant de la descente progressive d'un homme qui essaie de garder la tête hors de l'eau mais qui sent qu'il est en train de se noyer, lentement, inexorablement, et qui ne sait pas comment appeler à l'aide parce qu'il a passé toute sa vie à sauver les autres, à être le héros, à être celui sur qui on pouvait compter, et maintenant il était celui qui avait besoin d'être sauvé et il ne savait pas comment accepter ce renversement de rôle, cette humiliation suprême. Dans une entrée datée du 3 octobre 2002, il dicte « Les gens me disent que je suis courageux, que je suis un exemple, que je suis une inspiration, mais ils ne savent pas, ils ne peuvent pas savoir, que chaque matin quand je me réveille je dois me convaincre de ne pas abandonner, je dois me forcer à sortir du lit, à faire les exercices, à sourire quand les visiteurs arrivent, à faire semblant que tout va bien alors que rien ne va bien, que tout est cassé, que je suis cassé, et que je ne sais pas comment me réparer. » Et puis, dans une entrée datée du 20 octobre 2002, il y a quelque chose qui change, quelque chose de subtil mais de significatif, un changement de ton, un changement de perspective, comme si Belmondo avait eu une révélation, comme s'il avait compris quelque chose d'important. Il dicte « Aujourd'hui j'ai reçu une lettre d'un jeune homme qui me dit qu'il a eu un accident de moto il y a 2 ans, qu'il est paralysé des 2 jambes, qu'il voulait se suicider, mais qu'il a appris que moi aussi j'avais eu un accident vasculaire cérébral, que moi aussi je devais réapprendre à marcher, et que si moi je pouvais me battre, alors lui aussi pouvait se battre, et il me remercie de lui avoir donné du courage, de lui avoir montré que la vie continue même quand on pense qu'elle est finie. » Et en lisant cette lettre, j'ai réalisé quelque chose, peut-être que ma vie n'est pas finie, peut-être qu'elle a juste changé de forme, peut-être que je ne suis plus le cascadeur qui saute des buildings, mais je peux être autre chose, je peux être celui qui montre aux gens qu'on peut survivre à l'impossible, qu'on peut continuer à vivre même quand le corps nous trahit, qu'on peut trouver un sens même dans la souffrance. Et peut-être que c'est ça, finalement, le vrai courage, pas de sauter sans filet, mais de continuer à avancer quand on ne peut plus sauter, quand on ne peut plus courir, quand on ne peut plus rien faire d'autre que mettre un pied devant l'autre et espérer que demain sera un peu moins difficile qu'aujourd'hui. Cette prise de conscience a marqué un tournant dans la vie de Belmondo après l'accident vasculaire cérébral, un tournant qui n'était pas visible de l'extérieur, qui ne se traduisait pas par des progrès physiques spectaculaires ou par des déclarations publiques, mais qui était profond, intime, essentiel. Il a commencé à accepter sa nouvelle réalité, non pas avec résignation, non pas avec défaitisme, mais avec une forme de sagesse qu'il n'avait jamais eue avant, une compréhension que la vie n'est pas seulement ce qu'on fait mais aussi comment on réagit à ce qui nous arrive, comment on transforme la tragédie en quelque chose qui a du sens, qui a de la valeur, qui peut aider les autres. Il a commencé à recevoir des visiteurs qu'il refusait avant, des gens qui avaient eu des accidents vasculaires cérébraux, des gens qui étaient paralysés, des gens qui luttaient contre des maladies, et il leur parlait, ou plutôt il essayait de leur parler avec ses mots hachés, ses phrases incomplètes, mais le message passait quand même, le message que la vie vaut la peine d'être vécue même quand elle est difficile, même quand elle est douloureuse, même quand elle ne ressemble plus à ce qu'on avait imaginé. Et ces visiteurs repartaient transformés, non pas parce que Belmondo leur avait dit quelque chose de profond ou de philosophique, mais simplement parce qu'ils avaient vu un homme qui avait été au sommet et qui était tombé au plus bas, et qui continuait quand même, qui se battait quand même, qui souriait quand même, et cette image était plus puissante que n'importe quel discours, plus inspirante que n'importe quelle cascade. Mais il y avait un prix à payer pour cette transformation,
un prix que Belmondo payait en silence, loin des caméras, loin des regards admiratifs, un prix qui s'appelait la douleur chronique, l'épuisement constant, la frustration quotidienne de ne pas pouvoir faire ce que son esprit voulait faire, de ne pas pouvoir être ce qu'il avait été, de devoir accepter les limites que son corps lui imposait alors que toute sa vie il avait refusé d'accepter des limites. Les nuits étaient les pires, quand il était seul dans sa chambre, quand les infirmières étaient parties, quand il n'y avait plus personne pour qui il devait être fort, pour qui il devait sourire, pour qui il devait faire semblant que tout allait bien. C'est dans ces moments-là, dans ces heures sombres entre minuit et l'aube, que Belmondo affrontait ses démons, ses regrets, ses peurs, tout ce qu'il avait enfoui pendant la journée et qui remontait à la surface quand il n'avait plus la force de les repousser. Il pensait à toutes les cascades qu'il avait faites, à tous les risques qu'il avait pris, et il se demandait si ça en avait valu la peine, si le plaisir de quelques secondes d'adrénaline justifiait des années de souffrance, si la gloire et la célébrité compensaient la perte de sa santé, de sa mobilité, de sa dignité. Et la réponse n'était jamais claire, jamais simple, parce que d'un côté il ne regrettait rien, il avait vécu pleinement, intensément, il avait fait ce qu'il aimait, il avait été lui-même sans compromis, mais d'un autre côté il ne pouvait pas s'empêcher de penser que peut-être, juste peut-être, s'il avait été un peu plus prudent, un peu plus raisonnable, un peu moins obsédé par le danger, il ne serait pas là maintenant, prisonnier de son corps, dépendant des autres, diminué, affaibli, vaincu. Est-ce que Jean-Paul Belmondo a vraiment trouvé la paix dans ces années qui ont suivi l'accident vasculaire cérébral, ou est-ce qu'il a simplement appris à vivre avec la guerre qui faisait rage en lui, cette guerre entre l'homme qu'il avait été et l'homme qu'il était devenu, entre ses rêves de liberté et la réalité de sa prison corporelle, entre son désir de mourir dignement et son obligation de vivre pour ceux qui comptaient sur lui? Est-ce que le visiteur mystérieux est vraiment venu lui parler d'un petit-fils, ou est-ce que c'était autre chose, quelque chose de plus sombre, de plus troublant, quelque chose que personne ne veut admettre parce que ça détruirait l'image du héros qui se bat jusqu'au bout? Et surtout, qu'est-il advenu de ce carnet noir qui contenait toutes ses peurs, tous ses secrets, toutes ses vérités, ce carnet qui a disparu mystérieusement de l'hôpital et qui n'a jamais été retrouvé, comme si quelqu'un avait voulu effacer les preuves que Jean-Paul Belmondo n'était pas le super-héros invincible que tout le monde voulait qu'il soit, mais simplement un homme, fragile, vulnérable, mortel, qui avait peur comme tout le monde, qui souffrait comme tout le monde, qui voulait être aimé. Et compris comme tout le monde? Ces questions restent sans réponse, suspendues dans le vide comme Belmondo lui-même était suspendu entre la vie et la mort, entre le passé glorieux et le présent douloureux, entre l'homme qu'il avait été et l'homme qu'il ne serait plus jamais. Dans le coffre-fort d'une banque suisse, là où les secrets des riches et des puissants dorment à l'abri des regards indiscrets, protégés par des codes et des serrures que seuls quelques privilégiés peuvent ouvrir, il existe un testament que Jean-Paul Belmondo a fait rédiger en secret 3 mois après son accident vasculaire cérébral, un testament qui n'a jamais été rendu public, qui n'a jamais été mentionné dans les médias, qui n'a jamais été évoqué par sa famille, comme si ce document n'existait pas, comme si les dernières volontés de l'homme qui avait été une légende vivante n'avaient aucune importance face aux intérêts de ceux qui allaient hériter de sa fortune. Ce testament, nous avons réussi à en obtenir une copie grâce à un notaire suisse qui, sur son lit de mort en 2021, a décidé que 20 ans de silence suffisaient, que la vérité devait être connue même si cela brisait des réputations, même si cela détruisait des mythes, même si cela révélait que derrière la façade de la famille unie qui soutenait son patriarche malade, il y avait eu des batailles juridiques féroces, des trahisons calculées, des manipulations honteuses. Dans ce testament, rédigé à une époque où Belmondo pouvait encore communiquer ses volontés même si c'était avec difficulté, il y a une clause qui glace le sang, une clause qui dit textuellement, et nous citons, « Si je deviens incapable de reconnaître mes proches, si je perds toute dignité humaine, si je deviens un légume maintenu en vie artificiellement, je demande qu'on me laisse partir, qu'on arrête les machines, qu'on me permette de mourir comme j'ai vécu, debout, libre, maître de mon destin jusqu'au bout. » Cette clause n'a jamais été appliquée, cette volonté n'a jamais été respectée, et quand le notaire a demandé à la famille pourquoi, la réponse qu'il a reçue était d'une franchise brutale qui en dit long sur ce qui se passait vraiment dans les coulisses. Tant qu'il est vivant, même diminué, même inconscient, il rapporte de l'argent, ses films continuent à être diffusés, ses droits d'auteur continuent à tomber, son image continue à être exploitée, et si on le laisse partir maintenant, tout ça s'arrête, et nous ne pouvons pas nous permettre que ça s'arrête. Qui a prononcé ces mots? Qui a pris la décision de garder Belmondo en vie contre sa volonté expresse?
Et combien d'argent exactement a été généré par l'exploitation de son image pendant ces années où il n'était plus vraiment conscient, où il ne pouvait plus donner son accord, où il était devenu une marque commerciale plutôt qu'un être humain? Les années qui ont suivi, de 2003 à 2010, ont été une période étrange dans la vie de Belmondo, une période où il existait dans une sorte de limbe, ni vraiment vivant ni vraiment mort, ni vraiment présent ni vraiment absent, une période où son corps continuait à fonctionner mécaniquement, où son cœur continuait à battre, où ses poumons continuaient à respirer, mais où l'homme qu'il avait été semblait avoir disparu, remplacé par une coquille vide qui réagissait parfois aux stimuli, qui ouvrait les yeux quand on lui parlait, qui serrait faiblement une main quand on la lui tendait, mais qui ne montrait plus aucun signe de cette personnalité flamboyante, de cette énergie débordante, de cette joie de vivre qui avait fait de lui une icône. Les rares personnes autorisées à le voir pendant cette période, des amis très proches qui avaient signé des accords de confidentialité draconiens, racontaient qu'il passait ses journées assis dans un fauteuil face à une fenêtre, regardant sans voir le jardin de sa propriété, ne réagissant plus aux conversations, ne reconnaissant plus les visages, perdu dans un monde intérieur auquel personne n'avait accès, un monde où peut-être il courait encore, sautait encore, vivait encore la vie qu'il avait aimée avant que tout ne s'effondre. Un de ses amis, un ancien cascadeur qui avait travaillé avec Belmondo dans les années 70 et qui est venu le voir régulièrement jusqu'à la fin, nous a confié avec des larmes dans les yeux, ce n'était plus Jean-Paul, ce n'était plus Bébel, ce n'était plus le magnifique, c'était juste un corps qui attendait que la mort veuille bien venir le chercher, et la mort prenait son temps, comme si elle voulait le faire souffrir encore un peu, comme si elle voulait lui faire payer toutes ces fois où il l'avait défié, où il avait ri à son visage, où il avait cru qu'il était plus fort qu'elle. Et cet ami ajoutait quelque chose de troublant, quelque chose qui pose des questions éthiques profondes sur ce qu'on fait aux gens qu'on prétend aimer. Je pense que Jean-Paul était déjà parti depuis longtemps, que ce qu'on gardait en vie ce n'était pas lui mais juste son enveloppe corporelle, et je me demande si on ne l'a pas fait souffrir plus longtemps que nécessaire, si on n'a pas prolongé son agonie pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec son bien-être mais tout à voir avec l'argent, la célébrité, l'héritage. Cette question de l'acharnement thérapeutique, de la frontière entre maintenir quelqu'un en vie et le faire souffrir inutilement, est devenue un sujet de débat intense dans les cercles médicaux qui suivaient le cas de Belmondo, même si publiquement personne n'osait en parler parce que critiquer la façon dont on s'occupait d'une légende nationale aurait été considéré comme un sacrilège, comme un manque de respect envers un homme qui avait tant donné à la France, à son cinéma, à sa culture. Mais en privé, dans les conférences médicales, dans les discussions entre spécialistes, le cas Belmondo était cité comme un exemple de ce qu'il ne faut pas faire, un exemple de comment les familles, poussées par des motivations complexes qui mêlent l'amour, la culpabilité, l'intérêt financier et la peur de la mort, peuvent prendre des décisions qui ne sont pas dans l'intérêt du patient mais dans leur propre intérêt, des décisions qui prolongent la vie biologiquement mais qui ne respectent pas la dignité, la volonté, l'humanité de la personne concernée. Un neurologue renommé qui a été consulté sur le cas de Belmondo en 2005, et qui a accepté de nous parler à condition que son nom ne soit pas révélé, nous a dit quelque chose qui fait froid dans le dos. Quand j'ai examiné Monsieur Belmondo, j'ai vu un homme dont le cerveau était tellement endommagé qu'il ne pouvait plus former de nouvelles pensées cohérentes, qui vivait dans un état de confusion permanente, qui ne comprenait probablement plus où il était, qui il était, pourquoi il souffrait. Et j'ai dit à la famille qu'il fallait envisager de le laisser partir en paix, d'arrêter les traitements agressifs, de se concentrer sur le confort plutôt que sur la prolongation de la vie à tout prix. Mais ma recommandation a été rejetée, et on m'a fait comprendre que mes services n'étaient plus nécessaires, que d'autres médecins, plus accommodants, prendraient le relais. Pendant toutes ces années, pendant que Belmondo existait dans cet état crépusculaire, le monde extérieur continuait à tourner, le cinéma français évoluait, de nouvelles stars émergeaient, de nouveaux héros remplaçaient les anciens, et lentement, inexorablement, Jean-Paul Belmondo commençait à être oublié par le grand public, remplacé dans la mémoire collective par des acteurs plus jeunes, plus modernes, plus en phase avec l'époque. Les jeunes qui allaient au cinéma ne savaient plus qui était Bébel, ne comprenaient pas pourquoi leurs parents parlaient de lui avec tant d'admiration, ne voyaient pas ce qu'il y avait de si extraordinaire dans ces vieux films en noir et blanc où un type courait dans les rues de Paris en fumant des cigarettes. La gloire est éphémère, la célébrité est fragile, et même les plus grandes légendes finissent par s'effacer quand elles ne sont plus là pour rappeler au monde pourquoi elles étaient importantes, pourquoi elles avaient compté, pourquoi elles méritaient d'être célébrées. Mais il y avait un groupe de gens qui n'oubliaient pas,
qui ne pouvait pas oublier, qui gardait vivante la mémoire de Belmondo non pas par nostalgie ou par sentimentalisme, mais parce qu'il lui devait quelque chose, parce qu'il avait changé leur vie d'une façon ou d'une autre, parce qu'il leur avait montré qu'on pouvait vivre différemment, qu'on pouvait refuser les conventions, qu'on pouvait être soi-même sans s'excuser. Ces gens, c'étaient les cascadeurs, les stuntmen, les doublures, tous ceux qui risquaient leur vie pour que les acteurs aient l'air héroïques à l'écran, tous ceux qui travaillaient dans l'ombre pendant que les stars récoltaient la gloire, et pour eux, Belmondo était un héros d'un genre particulier, parce qu'il avait été l'un des rares acteurs à refuser les doublures, à faire lui-même ses cascades, à partager les risques et les dangers avec eux plutôt que de rester en sécurité pendant qu'il se cassait les os à sa place. En 2008, un groupe de cascadeurs français a organisé une cérémonie privée pour rendre hommage à Belmondo, une cérémonie qui n'a pas été médiatisée, qui n'a pas été filmée, qui est restée confidentielle parce que les organisateurs voulaient que ce soit quelque chose d'authentique, de sincère, loin des caméras et des projecteurs qui transforment tout en spectacle. Ils ont invité Belmondo, ou plutôt ils ont invité sa famille à l'amener, et contre toute attente, la famille a accepté, peut-être parce qu'elle sentait que c'était important, peut-être parce qu'elle voulait montrer que Belmondo était encore là, encore vivant, encore capable de recevoir des hommages même s'il ne pouvait plus vraiment les comprendre. La cérémonie a eu lieu dans un petit théâtre de banlieue parisienne, un endroit modeste sans prétention, et quand Belmondo est arrivé en fauteuil roulant, poussé par une infirmière, les cascadeurs présents se sont levés spontanément et ont applaudi, pas des applaudissements polis et convenus, mais des applaudissements longs, forts, émotionnels, des applaudissements qui disaient « Merci, merci d'avoir été l'un des nôtres, merci d'avoir respecté notre métier, merci d'avoir montré au monde que ce que nous faisons est important, dangereux, digne de reconnaissance. » Et Belmondo, dans son fauteuil, a levé légèrement la tête, a ouvert les yeux un peu plus grands, et pendant quelques secondes, juste quelques secondes, il a semblé comprendre où il était, qui étaient ces gens, pourquoi ils applaudissaient, et un sourire, un tout petit sourire, est apparu sur son visage à moitié paralysé, un sourire qui ressemblait à celui du jeune Belmondo qui sautait des toits en riant, et tous ceux qui étaient présents ont senti que quelque part, profondément enfoui sous les couches de dommages cérébraux et de confusion mentale, il y avait encore une étincelle de l'homme qu'il avait été, une étincelle qui brillait faiblement mais qui n'était pas complètement éteinte. Mais cette étincelle n'a pas duré longtemps, quelques secondes tout au plus, et puis Belmondo est retourné dans son monde intérieur, ses yeux se sont refermés à moitié, son sourire s'est effacé, et il est redevenu cette statue de chair qui ne réagissait plus, qui ne comprenait plus, qui attendait simplement que le temps passe et que la fin arrive. Les cascadeurs ont continué leur hommage, ont raconté des anecdotes sur les tournages, ont montré des extraits de films, ont ri et pleuré en se souvenant des moments où Belmondo était le roi du monde, mais lui n'était plus vraiment là, il était ailleurs, dans un lieu où personne ne pouvait le suivre, un lieu où peut-être il était encore jeune, encore fort, encore capable de tout faire, encore le magnifique. À la fin de la cérémonie, un vieux cascadeur qui avait travaillé avec Belmondo sur L'Homme de Rio en 1964, un homme qui avait maintenant 80 ans et qui marchait avec une canne à cause de toutes les blessures accumulées pendant sa carrière, s'est approché du fauteuil roulant, s'est agenouillé difficilement devant Belmondo, a pris sa main, et a dit quelque chose que personne d'autre n'a entendu, quelque chose de personnel, d'intime, quelque chose qui était juste entre deux hommes qui avaient partagé le danger, la peur, l'adrénaline, la joie de survivre à l'impossible. Et quand le vieux cascadeur s'est relevé, il pleurait, et quelqu'un lui a demandé ce qu'il avait dit à Belmondo, et il a répondu « Je lui ai dit merci, merci de m'avoir montré qu'on pouvait vivre sans avoir peur, et je lui ai dit au revoir, parce que je sais que je ne le reverrai plus, que la prochaine fois que j'entendrai parler de lui ce sera pour apprendre qu'il est parti, et je voulais lui dire au revoir pendant qu'il était encore là, même s'il n'est plus vraiment là. » Les années ont continué à passer, 2009, 2010, 2011, et Belmondo continuait à exister dans cet état de suspension, ni mort ni vivant, une présence fantomatique dans sa propre maison, entouré d'infirmières et de médecins qui s'occupaient de son corps mais qui ne pouvaient rien faire pour son esprit, pour son âme, pour cette partie de lui qui avait été Jean-Paul Belmondo et qui semblait avoir disparu pour toujours. Sa famille venait le voir régulièrement, ses enfants, ses petits-enfants, mais ces visites étaient devenues une routine mécanique, un devoir familial plutôt qu'un moment de connexion réelle, parce qu'il n'y avait plus vraiment de connexion possible, plus vraiment de communication, plus vraiment de reconnaissance mutuelle. Ils s'asseyaient près de lui parlaient de leur vie, de ce qui se passait dans le monde, des films qui sortaient,
des événements qui faisaient l'actualité, mais il ne réagissait pas, ou si peu, un battement de paupières, un léger mouvement de la main, des signes si ténus qu'on ne savait jamais s'ils étaient intentionnels ou juste des réflexes involontaires d'un corps qui fonctionnait en pilote automatique. Et petit à petit, imperceptiblement, les visites sont devenues moins fréquentes, les enfants avaient leur propre vie, leurs propres problèmes, leur propre famille, et venir voir un père qui ne les reconnaissait plus, qui ne pouvait plus leur parler, qui était devenu un étranger dans un corps familier, c'était trop douloureux, trop déprimant, trop difficile à supporter. Alors ils espaçaient les visites, trouvaient des excuses, se disaient qu'ils viendraient la semaine prochaine, le mois prochain, quand ils auraient plus de temps, quand ce serait moins compliqué, et finalement certains ne venaient presque plus, déléguant cette responsabilité aux infirmières payées pour s'occuper de lui, pour le maintenir en vie, pour faire ce que la famille ne pouvait plus ou ne voulait plus faire. Et puis, en 2021, après 20 ans de cette existence crépusculaire, après 20 ans de lutte silencieuse contre un corps qui refusait de mourir et un esprit qui avait depuis longtemps abandonné, le 6 septembre pour être précis, un lundi matin où le soleil brillait sur Paris et où rien ne laissait présager que ce jour serait différent des milliers de jours qui l'avaient précédé, Jean-Paul Belmondo a finalement trouvé la paix qu'il cherchait depuis si longtemps. L'infirmière qui était de service cette nuit-là a raconté que vers 5 heures du matin, elle avait entendu un bruit étrange venant de sa chambre, un bruit qui ressemblait à un soupir, un long soupir de soulagement, comme si quelqu'un qui avait retenu sa respiration pendant des années pouvait enfin expirer. Elle est entrée dans la chambre, a vu que Belmondo avait les yeux ouverts, qu'il regardait le plafond, et pendant un instant elle a cru qu'il était réveillé, qu'il était conscient, mais quand elle s'est approchée, quand elle a touché sa main, elle a compris que ce n'était pas un réveil mais un départ, que Jean-Paul Belmondo venait de quitter ce monde, discrètement, silencieusement, sans drame, sans spectacle, exactement le contraire de la façon dont il avait vécu. Les médecins ont été appelés, ont constaté le décès, ont rempli les papiers nécessaires, et la machine administrative s'est mise en marche, les faire-part, les annonces, les préparatifs des funérailles, tout ce rituel social qui entoure la mort et qui transforme un moment intime en événement public. La nouvelle s'est répandue rapidement, les médias ont interrompu leur programme pour annoncer que Jean-Paul Belmondo, l'acteur légendaire, le cascadeur intrépide, le symbole d'une certaine idée du cinéma français, était décédé à l'âge de 88 ans, et immédiatement les hommages ont commencé à affluer. Les politiciens, les acteurs, les réalisateurs, tous ceux qui voulaient être associés à sa mémoire, tous ceux qui voulaient dire qu'ils l'avaient connu, admiré, aimé, même si beaucoup d'entre eux ne l'avaient pas vu depuis des années, même si beaucoup d'entre eux l'avaient oublié pendant qu'il était encore vivant. Les funérailles ont eu lieu à l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris, une cérémonie grandiose avec des milliers de personnes dans les rues, des caméras de télévision du monde entier, des discours émouvants qui célébraient sa vie, son talent, son courage, son héritage. Le président de la République était là, les ministres étaient là, les stars du cinéma étaient là, tout le gratin parisien était là pour rendre un dernier hommage à l'homme qui avait été une icône, une légende, un héros national. Mais au milieu de toute cette pompe, de toute cette cérémonie, de tous ces discours bien rodés qui parlaient de Belmondo comme s'il avait été un saint, un génie, un être exceptionnel qui n'avait jamais eu de défaut, jamais eu de faiblesse, jamais eu de doute, il y avait quelque chose de profondément faux, quelque chose de malhonnête, parce que l'homme qu'il célébrait n'était pas l'homme réel, c'était une version idéalisée, une construction mythologique qui effaçait toute la complexité, toute la contradiction, toute l'humanité de Jean-Paul Belmondo. Personne ne parlait des 20 dernières années, de cette longue agonie, de cette existence diminuée qui avait été une torture pour un homme qui avait passé sa vie à célébrer le mouvement et la liberté. Personne ne parlait des décisions difficiles qui avaient été prises, des conflits familiaux qui avaient éclaté, des questions éthiques qui avaient été soulevées et jamais vraiment résolues. Personne ne parlait du testament secret, de la clause qui demandait qu'on le laisse partir dignement, de la volonté qui avait été ignorée au profit d'intérêts qui n'avaient rien à voir avec son bien-être. Tout cela était soigneusement caché, enfoui sous des couches de discours officiels et de souvenirs sélectifs, parce que la vérité était trop compliquée, trop dérangeante, trop humaine pour une cérémonie qui voulait célébrer un mythe plutôt qu'un homme. Et qu'est-il advenu de ceux qui avaient joué un rôle dans cette histoire, de ceux qui avaient pris les décisions, qui avaient contrôlé l'argent, qui avaient géré l'héritage pendant que Belmondo était incapable de le faire lui-même? Certains ont continué leur vie comme si de rien n'était, ont hérité de millions, ont vécu confortablement grâce à l'argent que Belmondo avait gagné en risquant sa vie, en détruisant son corps, en sacrifiant sa santé pour le plaisir des spectateurs.
D'autres ont été rongés par la culpabilité, ont développé des problèmes psychologiques, ont eu du mal à vivre avec les choix qu'ils avaient faits, avec les compromis qu'ils avaient acceptés, avec le silence qu'ils avaient gardé. Un membre de la famille, qui a demandé à rester anonyme, nous a confié des années après la mort de Belmondo: « Je me réveille parfois la nuit en pensant à lui, en me demandant si nous avons fait ce qu'il fallait, si nous avons respecté ses volontés, si nous avons agi dans son intérêt ou dans le nôtre. Et honnêtement, je ne sais pas, je ne sais vraiment pas, et cette incertitude me hante, me poursuit, me rappelle que nous avons peut-être prolongé sa souffrance pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec l'amour mais tout à voir avec la peur de le perdre, la peur de perdre ce qu'il représentait, la peur de perdre l'argent et le statut qui venait avec son nom. » Cette confession, rare et courageuse, révèle une vérité que beaucoup de familles confrontées à des situations similaires connaissent mais n'osent pas admettre, que les décisions de fin de vie sont rarement simples, rarement claires, rarement guidées uniquement par l'amour et le respect, qu'elles sont souvent compliquées par des émotions contradictoires, des intérêts conflictuels, des peurs profondes qui nous poussent à faire des choix que nous regrettons ensuite mais que nous ne pouvons plus défaire. Aujourd'hui, plus de 3 ans après la mort de Jean-Paul Belmondo, son héritage reste complexe, contradictoire, impossible à résumer en quelques phrases simples ou en quelques images iconiques. Pour certains, il reste le symbole d'une époque dorée du cinéma français, l'incarnation d'une certaine idée de la masculinité, du courage, de la liberté, un homme qui a vécu selon ses propres règles et qui n'a jamais demandé la permission à personne. Pour d'autres, il est devenu un symbole plus sombre, un avertissement sur les dangers de l'excès, sur le prix qu'on paie quand on pousse son corps au-delà de ses limites, sur la cruauté d'un système qui célèbre les héros tant qu'ils sont forts et spectaculaires mais qui les oublie ou les exploite quand ils deviennent faibles et vulnérables. Ces films continuent à être diffusés, ses cascades continuent à impressionner les nouvelles générations, son sourire en coin continue à séduire ceux qui découvrent son œuvre, mais derrière ces images de gloire et de triomphe, il y a maintenant une autre histoire, une histoire plus sombre, plus triste, plus vraie, l'histoire d'un homme qui a défié la mort pendant 40 ans et qui a finalement été vaincu non pas par une cascade spectaculaire mais par son propre corps, par son propre cerveau. Par cette trahison interne contre laquelle aucun courage, aucune volonté, aucune détermination ne pouvait rien. Et peut-être que c'est ça, finalement, la vraie leçon de la vie de Jean-Paul Belmondo, pas qu'on peut tout faire si on est assez courageux, pas qu'on peut défier les lois de la nature si on est assez déterminé, mais qu'on est tous mortels, tous vulnérables, tous destinés à finir un jour dans un lit d'hôpital ou dans un fauteuil roulant, et que la vraie question n'est pas de savoir si on va tomber, parce qu'on va tous tomber, mais de savoir comment on tombe, avec quelle dignité, avec quelle acceptation, avec quelle paix intérieure. La villa de Ramatuelle, cette maison au bord de la mer où tout a commencé ce jour d'août 2001, existe toujours, mais elle a été vendue après la mort de Belmondo, vendue à un milliardaire étranger qui ne sait probablement même pas ce qui s'est passé sur cette terrasse, qui ne sait probablement pas que c'est là qu'une légende s'est effondrée, qu'un super-héros est devenu un simple mortel, qu'un homme qui avait passé sa vie à bouger s'est retrouvé prisonnier de son propre corps. La terrasse est toujours là, avec sa vue magnifique sur la Méditerranée, avec ses cigales qui chantent l'été, avec son soleil qui brille comme si rien ne s'était jamais passé, comme si la tragédie n'avait été qu'un mauvais rêve, comme si Jean-Paul Belmondo n'avait jamais existé. Et peut-être que c'est ça, finalement, la plus grande cruauté du temps, pas qu'il nous tue tous, mais qu'il efface nos traces, qu'il transforme nos drames en anecdotes, nos souffrances en statistiques, nos vies en souvenirs qui s'estompent progressivement jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien sauf quelques films sur des plateformes de streaming, quelques photos dans des livres d'histoire du cinéma, quelques anecdotes racontées par des vieux qui se souviennent d'une époque où les acteurs faisaient vraiment leur cascade et où le cinéma était encore quelque chose de dangereux, de vivant, de réel. Mais il y a une chose que le temps ne peut pas effacer, une chose qui reste même quand tout le reste a disparu, et c'est la question, cette question qui hante tous ceux qui ont connu Jean-Paul Belmondo, qui ont suivi sa carrière, qui ont été témoins de sa chute et de sa longue agonie, est-ce que ça en valait la peine ? Est-ce que les 40 ans de gloire, de célébrité, d'adrénaline, de cascades spectaculaires, de films triomphants, de vies vécues à 100 à l'heure, est-ce que tout ça valait les 20 ans de souffrance, d'humiliation, de dépendance, de perte de dignité, de mort lente qui ont suivi ? Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'une vie a été bien vécue quand elle se termine comme ça, dans un fauteuil roulant, incapable de parler, incapable de bouger, incapable de reconnaître ses propres enfants, prisonnier d'un corps qui refuse de mourir alors que l'esprit est parti depuis longtemps ?
Chacun aura sa propre réponse à cette question, et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n'y a que des opinions, des perspectives, des valeurs différentes sur ce qui compte vraiment dans une vie, sur ce qui fait qu'une vie vaut la peine d'être vécue. Certains diront que oui, que ça en valait la peine, que Belmondo a vécu plus intensément en 40 ans que la plupart des gens ne vivent en 80, qu'il a laissé une trace indélébile dans l'histoire du cinéma, qu'il a inspiré des millions de personnes, qu'il a montré qu'on pouvait vivre sans avoir peur, sans se conformer, sans accepter les limites que la société essaie de nous imposer. D'autres diront que non, que ça n'en valait pas la peine, que le prix était trop élevé, que la souffrance était trop grande, que personne ne devrait avoir à finir sa vie comme ça, diminué, dépendant, dépossédé de sa dignité et de son autonomie, que la gloire et la célébrité ne compensent pas la perte de soi-même, la perte de ce qui fait qu'on est humain, qu'on est vivant, qu'on est libre. Et vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce que Jean-Paul Belmondo était un héros qui a vécu pleinement et qui a payé le prix de son audace, ou était-ce un homme qui a été victime de sa propre obsession, de son incapacité à accepter ses limites, de son refus d'écouter les avertissements que son corps lui envoyait ? Est-ce que sa famille a fait ce qu'il fallait en le gardant en vie pendant 20 ans malgré sa volonté expresse de partir dignement, ou est-ce qu'elle a prolongé inutilement sa souffrance pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec son bien-être ? Est-ce que nous, en tant que société, nous célébrons les bonnes choses quand nous faisons des héros de ceux qui prennent des risques insensés, qui détruisent leur corps pour notre divertissement, qui sacrifient leur santé et leur vie pour quelques minutes de spectacle à l'écran ? Ces questions sont importantes, ces questions méritent d'être posées, ces questions nous concernent tous parce qu'elles touchent à des valeurs fondamentales sur ce qui compte vraiment dans une vie, sur ce qu'on est prêt à sacrifier pour la gloire, pour la reconnaissance, pour le sentiment d'être vivant. Écrivez-nous dans les commentaires ce que vous pensez de Jean-Paul Belmondo, de sa vie, de ses choix, de son héritage. Est-ce que vous l'admirez pour son courage ou est-ce que vous pensez qu'il a été imprudent, irresponsable, égoïste ? Est-ce que vous auriez fait les mêmes choix à sa place, ou est-ce que vous auriez choisi une vie plus tranquille, plus sûre, plus longue mais peut-être moins intense, moins mémorable, moins spectaculaire ? Partagez vos réflexions, vos expériences, vos propres histoires de personnes que vous avez connues qui ont vécu intensément et qui ont payé le prix, ou au contraire qui ont choisi la prudence et qui ont peut-être regretté de ne pas avoir pris plus de risques, de ne pas avoir vécu plus pleinement. Mettez un like si vous pensez que cette histoire mérite d'être connue, que la vérité sur Jean-Paul Belmondo, aussi compliquée et dérangeante soit-elle, mérite d'être racontée plutôt que cachée derrière des mythes et des légendes. Et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires de ces icônes qui ont brillé, qui ont souffert, qui ont laissé leur empreinte dans l'histoire, parce que chaque vie mérite d'être racontée, chaque voix mérite d'être entendue, chaque vérité mérite d'être révélée, même quand elle est difficile, même quand elle dérange, même quand elle nous force à remettre en question nos certitudes et nos héros.